Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Je pense que les métiers qu'on fait sont des métiers de carence. On est carencé, comme on le dit, d'une vitamine, tu vois. Il nous manque une vitamine quelque part. On fait pas ces métiers-là, c'est-à-dire on met pas son cœur à nu si on n'a pas une forte nécessité de compenser une carence en amour. Nouvel épisode avec une des personnes les plus brillantes que je connaisse, la réalisatrice et scénariste Rebecca Zlotowski. Il y a quelques mois, je suis tombée sur la série Les Sauvages sur Canal qu'elle a réalisée et ça m'a fait tomber dans un immense vortex zlotowskien puisque j'ai regardé tous ses films dans la foulée. Belle Épine, son film de fin d'études à la Fémis avec Léa Seydoux, Grand Central avec Tahar Rahim et Léa Seydoux, Planétarium avec Nathalie Portman et Lily Rose Depp, Une fille facile avec Zaya Dehar et Les enfants des autres avec Virginie Efira, ce que la Belgique a fait de mieux avec Les mitraillettes sauce andalouse. Et fin 2025, le dernier film de Rebecca Zlotowski, Vie privée avec Jodie Foster et Daniel Auteuil, film où une psychiatre enquête sur la mort d'une de ses patientes qui s'est supposément suicidée, mais sa psy est persuadée qu'elle s'est fait assassiner. Et ce vortex dans lequel je suis tombée, il était absolument merveilleux, j'ai adoré. Et juste après, j'ai eu la chance de bosser avec elle sur sa prochaine série. Et bordel, en plus d'être une des meilleures réalisatrices de France, elle est incroyablement drôle, intelligente et tellement cool. Donc je suis hyper contente qu'on ait pu enregistrer cet épisode ensemble. On a parlé de plaisir, de ce que les artistes cherchent à compenser en faisant leur métier et de est-ce qu'on devient moins intéressant quand on s'embourgeoise. J'espère que ça vous plaira. Ça donne envie de flinguer ce temps. Moi, j'aime bien. Ah ouais ? Ça me dérange pas. Mais toi, t'aimes que les trucs désagréables. Pas du tout. Moi t'aimes pas le jogging ? Non, mais le jogging, ça fait partie des trucs agréables, le jogging. Non, être Le dans un confort. jogging, Ah, le pas confort. aller faire un jogging. Non, c'est les gens qui te disent ouais, c'est comme une drogue. Ouais, Je fais genre non, non, je connais la drogue, c'est mieux. mais genre tu vas voir, ça devient comme une drogue. Bah non. Enfin bon. Non, jogging, j'aime pas que les trucs agréables. Si, j'adore, je suis une hédoniste, je suis une jouisseuse. J'aime tout ce qui est le plaisir, j'aime l'apéritif, j'aime boire, j'aime manger, je me restreins pas, voilà. Par contre, le côté, comment dire, l'incontinence, le trop de confort me met pas dans une condition de travailler, non. T'as besoin d'un truc genre strict et... Strict, non, parce que je pense pas être la personne la plus disciplinée que je connaisse, mais un certain cadre, ouais. Une petite discipline, oui. J'aime bien, pareil, je sais pas, c'est banal de dire, tu sais, plein d'auteurs te disent, quand t'as un peu de contraintes, c'est mieux, y compris sur des contraintes techniques, quoi. Moi, le métier que je fais, c'est un métier qui, s'il est trop chèque en blanc ou trop tout est ouvert, ça limite quelque part Enfin, pour moi, ça limite un peu ma créativité. Pour avoir de la créativité, il faut qu'on me dise, ton budget, il est pas illimité, ton temps de tournage, il est pas illimité, voilà. C'est pour ça que tu fais les films d'auteur. C'est pour ça que je fais du cinéma. Bien vu, madame. Ça de faire des blockbusters. Du coup, tu te mets quoi comme contrainte ? Là, on est dans ton bureau. On est dans mon bureau, qui est un petit bureau un peu... Je pense que les Anglais doivent dire un basement. Et les agents immobiliers à Paris te diraient un souplex pour te le vendre. Et c'est cool, c'est un endroit que j'adore. Et vraiment, ça a modifié ma perception du travail depuis que je le loue. Parce que avoir un bureau à soi, ça change vraiment ton rapport au boulot, je pense, oui. Donc, tu viens tous les matins ? Ouais. En mode, c'est un taf ? Enfin, c'est un... C'est pas tout à fait, c'est pas aussi rigoureux que ça, mais j'y vais, je sais que je peux l'avoir. C'est pas rigoureux parce qu'en fait, dans une année de réalisatrice, il y a des moments où t'écris, des moments où tu repères, des moments où tu tournes. D'abord, je tourne pas tous les ans, mais disons que quand je suis en tournage, je viens pas. Les repérages non plus, je viens pas. Donc il y a des longs mois où je peux ne pas venir. Mais en règle générale, comme je tourne qu'un film tous les 3 ans, le gros de mon activité, c'est quand même de prendre mon vélo le matin, de venir ici, je traverse Paris, je viens à mon bureau le matin vers 9h et je lis, j'écris, on va pas se mentir, je fais une sieste aussi. Mais voilà, je déjeune, c'est aussi une chambre d'amis, qui est quand même un luxe énorme, c'est-à-dire si j'ai des amis en galère, si j'ai des gens de passage, ils savent qu'ils ont un lit ici, une pièce, quoi. Même si c'est pas méga confort, c'est un toit. Ces derniers mois, c'était comment ? C'était gros automne, gros hiver, là. J'ai fait ça a été un petit tunnel. Il y a des périodes où on travaille plus que d'autres. Là, c'était super chargé, exaltant. Ça tabassait un peu parce que je faisais la promotion d'un film qui sortait, Vie privée. Et il fallait le promouvoir en France, mais aussi un peu à l'étranger parce qu'il sortait dans d'autres pays. Et en même temps, je tournais une série que tu connais bien puisque tu as participé à l'écriture des dialogues de cette série. Et qui est une série pour une plateforme. Et donc, je faisais les deux en même temps.
Ce qui me donnait un truc un peu... c'est pas très bon pour la santé, quoi, je te le confirme. Mais c'était chouette aussi parce que du coup, tu vois, là, on est au mois de janvier. J'ai terminé cette séquence, en gros, en me disant, voilà, j'ai sorti un film et j'ai une série qui est quasi prête. Donc c'est plutôt mettre à profit ce temps de promotion d'un film qui nous coûte beaucoup en stress et en énergie et qui nous apporte pas beaucoup en productivité. Et là, en fait, je suis contente, je l'ai mis à profit. Ouais, mais en termes de fatigue et de temps de cerveau, comment tu fais pour cloisonner un truc où... Je suis extrêmement jeune et en bonne forme Je physique, pas du tout. sais. Non, tu ramasses, quoi. Tu vois, j'ai ramassé un peu, j'ai tenu sur la réserve. Mais on connaît tout ça, il y a des périodes où t'es super intense. Puis après, voilà, il faut dire aussi que mon métier, tu bosses pas tout le temps, tout le temps. Tu vois, je te dis, je fais un film tous les 3 ans. Donc un film tous les 3 ans, c'est assez... l'exercice physique, j'allais dire, de mon métier, il est assez modéré quand t'es réalisateur. Tu écris pendant un an, tu essayes de le financer, de le monter. Tu fais les rendez-vous préparatoires de ça, tu travailles, tu fais des répétitions, tout ça pendant un an. Et puis après, t'as un an très intense, voilà, de fabrication pure. C'est quand la première fois que tu as eu envie d'écrire quelque chose? C'est une bonne question parce que je pense que j'ai écrit beaucoup quand j'étais étudiante en lettres. J'écrivais un peu, quoi. Mais j'ai jamais écrit pour moi. Enfin, c'est vrai que c'est le cinéma qui m'a débloqué l'envie d'écrire. C'est l'idée que, en gros, on allait jeter ça à la poubelle qui m'a donné envie d'écrire. Oui, que le scénario, c'était un prétexte et après, t'en fais... Le scénario, tu le tèges, quoi, à la fin. Même si tu veux publier, enfin, les très grands scénaristes peuvent publier leur scénario, tu vois. Mais c'est pas du tout un texte qui est destiné à être lu. C'est un texte qui est un texte de travail. Donc, c'est quand j'ai commencé à faire, je sais pas, à l'école de cinéma, genre à la Fémis, que j'ai commencé vraiment à prendre un ordinateur et à écrire, quoi. C'est quand on me l'a demandé. C'est fou de s'inscrire à la Fémis quand t'as pas encore eu la volonté d'écrire. Si, manifestement, je l'avais. J'avais la volonté de faire des films, mais et je me disais, ma compétence à moi, elle est là, elle est dans l'écriture. J'écrivais, tu vois, j'ai passé longtemps à écrire à des exégèses, quoi. J'écrivais du texte, du commentaire. J'ai beaucoup rédigé, quoi, tu vois, dans ma vie. Je faisais des thèses, je faisais des études universitaires. J'étais une universitaire. Donc ça, je savais faire. Et j'aimais bien, ça me plaisait. Mais écrire quelque chose de créativement propre, personnel, qui peut être à la première personne, tout ça, c'est uniquement quand je suis rentrée à l'école de cinéma. Parce que ça m'a autorisée, quoi. Je pense que je me disais pas... j'avais pas la légitimité, quoi. Je m'autorisais pas à écrire quelque chose en me disant écoute, c'est formidable, les gens vont se précipiter. Donc voilà. Donc j'ai attendu d'être en mode collectif, quoi. Oui, t'as plus coécrit à la base. Ouais. Et tu dis dans certaines interviews que t'écris mieux pour les autres que pour toi. Je crois que c'est devenu faux. Je crois que c'est aujourd'hui un peu différent peut-être parce que d'abord j'écris tout le temps pour moi maintenant, quoi. Donc vraiment je passe le plus gros de mon activité quand même à écrire pour les films que je fais ou les séries que je fais. Ça me demande déjà une grosse activité. Mais c'est vrai que pour les autres, je suis une meilleure... Enfin, quand je disais ça, je pense que je trouve que les trucs les plus intéressants dans mon travail, c'est pas nécessairement le scénario. Je pense pas que je fais des films de scénaristes, tu vois, David Mamet, Thomas Bidguin, ou des, tu vois, je pense, des grands scénaristes qui sont des scénaristes qui savent fabriquer des maisons, qui savent fabriquer des whodunites, des trucs. Bon, là, avec le dernier, j'ai essayé un peu parce que ça m'amusait, ça me titillait, tu vois. J'avais envie de mettre les mains dans le genre et de m'amuser avec des règles du manuel de scénariste, quoi. Et de l'oublier, de passer à autre chose. D'ailleurs, quand je dis m'amuser, je le maîtrise pas, ce manuel. Mais en tous les cas, de me confronter à des règles, à des lois du désir de scénario, quoi. Mais sinon, globalement, c'est pas ça que je trouve le plus intéressant dans les films que je fais. Tu regardes Belle Épine, tu m'étonnes que mon producteur, au début, m'a dit « Bon, merci, c'est très intéressant, mais il faut que tu le réalises toi, parce que sinon, je le donne à personne. » C'est un film que tu peux pas coller dans les mains de quelqu'un d'autre en te disant « Vas-y, mon poussin, va réaliser ce truc-là, parce qu'en fait, soit c'est habité de l'intérieur, soit non. » Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais de base, tu voulais réaliser dès que t'as commencé la Fémis ? Non, pas du tout. Mais j'y pensais même pas. Je te jure, j'y pensais pas. Comment t'es allée là-dedans ? En fait, je voulais écrire, moi. Je voulais être scénariste. Je voulais enseigner à côté pour avoir une stabilité de l'emploi. Et dans mes rêves les plus fous, j'étais la meuf d'un réalisateur célèbre. T'imagines ? Yes. Voilà, on y est. J'avais mon bon petit plafond de verre. Attends, moi, je viens d'une génération où, dans ma famille, par exemple, faire du cinéma, c'était pas cool.
C'était genre un hobby. Enfin, tu vois, c'était considéré comme une connerie de lâcher l'éducation nationale pour faire du cinéma. Donc c'était hasardeux, imprécis. Je viens de cette génération où voilà, faire du cinéma, c'était pas socialement valorisé, quoi. Plus petit plafond de verre. J'avais en tête des scénaristes qui étaient un peu dans l'ombre des réalisateurs, mais c'était un peu leurs éminences grises. Le max que je pouvais projeter sur moi, c'était je vais être dans l'ombre du grand metteur en scène, mais tout le monde saura que c'est moi qui écris les bons scénars. Ok. Tu vois, genre, j'avais ce modèle d'une scénariste italienne que j'adore, qui s'appelle Suso Cecchi D'Amico, qui est vraiment la grosse big scénariste du cinéma néoréaliste italien. Et j'étais contente parce que j'avais recoupé dans tous les films que je kiffais du néoréalisme italien. J'arrêtais pas de voir son nom et je me disais, mais c'est qui? Mais génial! Ah, voilà! C'est exactement ce que je veux qu'on fasse, et que j'aimerais que des cinéphiles soient devant la toile de nos génériques en mode Spider et se disent, mais au milieu, je reconnais tout le temps ce nom, Rebecca Zlotowski. Voilà. Et puis, en faisant la Fémis, j'ai rencontré des modèles. Il y avait des meufs comme Céline Sciamma, qui étaient quelques générations au-dessus de moi, enfin quelques promos au-dessus de moi. Et la meuf, elle était en scénario, mais elle avait fait son premier long métrage. J'étais là à sa soutenance de diplôme de fin d'études, où il y avait Xavier Beauvois, qui était le président du jury, qui lui a dit, on était 6 dans la pièce, quoi. Et donc c'était déjà une copine, mais j'admirais son travail, mais je me disais pas du tout. Puis elle-même, je pense qu'elle se disait pas qu'elle voulait réaliser à ce moment-là. Et il est monté sur la table, Beauvois, en disant, mais ce scénario-là, il est super, mais réalise-le. Et elle l'a réalisé dans l'année, et le film est allé à Cannes. Et donc en fait, je sais pas, j'avais une espèce de modèle. Je me disais, génial, ce serait pas mal de faire comme ça, comme Naissance des pieuvres. Et donc, quand le producteur qui me donnait un peu des ménages, parce qu'il faut gagner un peu sa vie, la Fémis, si tu fais ça, ça dure 4 ans et demi, t'as déjà des rides, tu vois, il faut que tu gagnes ta vie. Et donc, on faisait tous un peu des ménages, on écrivait à droite à gauche, tu vois. T'as bossé sur Plus belle la vie pendant 3 mois? Ouais. Bon, bref, donc c'est quand même ce producteur qui m'a dit, vas-y, réalise-le. Donc voilà, ça c'est pour répondre à ta question. Et Plus belle la vie, je l'ai fait entre Belle Épine et Grand Central, parce que fallait que je gagne un peu d'argent entre 2 films, et j'ai adoré. Alors après, je me vante un peu quand je dis j'ai adoré, c'est genre parce que je trouve ça cool d'adorer Plus belle la vie. La vérité vraie, c'est que le programme, je mentirais si je te disais que je le connais par cœur. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'écrire des trucs pour des personnages que je connaissais pas. Et notamment d'être dans la salle avec tous les scénaristes, et t'avais des acteurs stars de l'épisode qui venaient taper à la porte, parce qu'ils venaient signer leur contrat à Paris, et ils tapaient à la porte et ils disaient merci, parce qu'en fait c'était des mecs à qui on écrivait des arches, tu vois, ou que les arches étaient développées, et je me retenais de demander c'est qui, parce que j'aimais j'aimais le programme, j'aimais la part politique même du programme. En fait, ce qui était génial, c'est que c'était le truc le plus regardé à la télévision française, à une heure de grande écoute. Et c'était tenu, je trouve, par des gens super. Par des gens qui avaient envie d'avoir le premier personnage PD dans le récurrent, une femme qui mourait d'un cancer sur une saison, en personnage récurrent. Enfin, je sais pas, c'était audacieux. C'est toujours audacieux. Je trouve que c'est vraiment, quand ces programmes-là sont tenus par des gens de gauche, c'est... ça change tout. Un peu. C'était écolo. Je sais que le type qui était le showrunner de ça est très, très écolo. Donc, il y avait toujours un peu une arche sur des eaux contaminées par des grands groupes de tu vois, bon. Voilà, je trouve que les ressorts dramaturgiques étaient des ressorts vertueux, quelque part, et en même temps avec le plaisir du soap. Voilà. Et donc, j'ai adoré ça. Et en plus, même pendant des années, quand je rentrais dans un taxi ou quand je discutais avec des gens qui connaissaient pas le cinoche, quand ils me disaient tu fais quoi, je disais je suis scénariste. Ils connaissaient rien de ce que j'avais fait, et je sortais la carte Plus belle la vie, et là d'un coup, si tu veux, ça me créait le contact avec les gens. C'est le truc le plus célèbre, le plus connu que j'ai fait de ma vie, je pense. Ouais. Donc il faut en être fier. Comment on fait un film ou une série qui n'a pas déjà été faite? D'abord, est-ce que c'est souhaitable? Ce qu'il faut, c'est le faire d'une manière... faut le faire avec sa propre voix, quoi. C'est pour ça que je suis jamais stressée sur les questions de propriété intellectuelle. Je crois pas qu'il y ait d'idées de génie, moi. Je pense qu'il y a des idées qui sont des évidences et dont tu te dis, tiens, c'est bizarre que ça n'ait pas déjà existé. C'est que souvent, c'est que c'est une bonne idée. Quand tu as la sensation qu'un truc a déjà existé, mais que ça n'a jamais existé, c'est un bingo. Parce que tu te dis, oui, on en avait besoin. Mais globalement, j'aime l'idée de raconter la même histoire, mais avec des voix différentes. Ça me dérange pas. À la fin, c'est toujours un garçon qui rencontre une fille, ou une fille qui rencontre une fille, ou une histoire de domination, ou une histoire d'ambition, ou des histoires d'orphelins, ou des histoires de... Donc, ce que je recherche, c'est pas l'originalité,
Mais en revanche, je recherche la loyauté, quoi. Faut le faire de manière loyale. C'est-à-dire que tu choisis un sujet, tu t'y colles. Toi, il y a des moments où tu t'es Ouais. paumée là-dedans? Où Non. t'étais pas... Paumée? Bah, où tu t'es dit, ah là, c'est pas très loyal. Non, parce que sinon je le sors pas. Ou alors si ça m'est arrivé dans un process, quoi. Non, ça m'est pas arrivé, et heureusement. Et je pense que c'est ça qui me permet de vivre la carrière de mes films. C'est-à-dire que ce soit dans le gros échec ou parfois dans le plus de succès. Si tu fais un film qui se prend le mur et où tu as l'impression de l'avoir fait d'une manière soit un peu cynique, soit avec un peu de roublardise, soit donc de manière pas loyale, où tu as pris un casting avec lequel tu n'étais pas en accord, mais parce qu'en même temps, c'est des gens qui ont un peu insisté, blablabla. Alors là, je sais pas si tu y survis, quoi. C'est vraiment dur. Il faut vraiment être très aligné avec ce que tu proposes pour accepter la violence de la mise à nu et de l'exposition. Je crois, non? Toi, ça t'est arrivé de faire un truc avec lequel tu te sentais pas loyal? Non, enfin, ou alors tu sais pourquoi tu le fais au début et c'est parce que t'as autre chose à en tirer, c'est parce que t'apprends des trucs ou parce que machin. Ou... Bah donc c'est loyal. Non mais typiquement Plus belle la vie, je le faisais pour la thune. C'est-à-dire que je le faisais Oui. pas, tu vois, j'avais vraiment besoin de gagner ma vie. J'avais besoin d'un gagne-pain. C'était un job alimentaire. D'ailleurs, je l'ai fait avec un pseudo parce que j'avais pas C'était envie. quoi ton pseudo? J'avais envie d'un pseudo d'homme et arabe. Donc c'était Razi RZ, parce que j'ai cette part marocaine en moi. J'avais envie donc et c'est mes initiales. Razi RZ, HERZEED, RZ. Waouh, tellement d'inventivité. Incroyable. Non, mais ouais, c'était Razi RZ. J'avais l'impression que ça racontait une part de moi, quoi. Et donc, ouais, ça, par exemple, je le faisais pour l'argent. Mais donc, j'étais très alignée avec le fait que je savais que j'étais pas en train de fabriquer une œuvre d'art. Je savais que je fabriquais un process. Je m'inscrivais dans un process industriel, mais j'ai adoré. Et je le faisais avec beaucoup de loyauté. C'est-à-dire, j'adorais la room d'écriture. Je trouvais que c'était le seul endroit en France où on faisait des rooms d'écriture comme ça. Et donc, j'ai beaucoup appris. Et voilà. Et puis, je trouvais que c'était génial d'avoir cette puissance de frappe politique. Parce que j'avais vraiment, tu vois, la possibilité de... Il parlait énormément de gens, quoi. Bah ouais. J'ai quand même fait une petite arche sur Grindr. À un moment dans Mais toi, dans Plus belle la vie. Grindr dans tout ce que tu Mais fais. c'est chelou. Pourquoi? Mais peut-être parce que j'ai pas assez kiffé les comment ça s'appelle, les réseaux de rencontres, comment ça s'appelle? Les applis. J'ai pas pu. Je pense que j'ai une frustration. Je le dis publiquement. J'ai la frustration de ne pas avoir été sur les applis, alors que je pense que j'aurais adoré ce passage-là dans mon existence. Ah ouais? Ah ouais. Bah c'est de l'écrit. Ouais, mais je c'est pense quand que même un t'aurais été très remède. déçu par le Ah, tu niveau crois? d'écriture des gens. Ah bah peut-être, mais bon, on n'est pas là pour écrire non plus la recherche du temps perdu, tu vois. Mais j'aurais aimé, je sais pas, peut-être ce côté, tu vois. Écoute, je sais pas, j'ai pas pu en profiter. Il est pas trop tard, hein, mais... Fonce, ma belle. J'y étais une fois quand même, hein. Mais je sais. Avec ma tête et tout, Rebecca, 38 ans, Mais tu vois. tu t'es pas fait bannir en mode c'est un faux compte? Bah pas du tout, les gars. Tu crois que je suis célèbre? Mais les gens s'en tapent des réalisateurs. Ouais, T'es pas mais... actrice? Non, non, bah, t'es bannir, ça va pas. C'est comme une copine qui m'a dit un jour, ouais, un jour on m'a banni, on a dit c'est pas tes photos, parce que la meuf était super bonasse. J'étais là genre, vas-y, ferme ta gueule, ça va pas. Bah, moi, non, personne m'a banni, ils ont vu les photos, ils ont dit, ça ressemble totalement à un profil légitime, crédible, d'une meuf qui galère à choper, quoi. T'es obsédée par l'amour? Oui, Depuis toujours? oui. Et alors là, ça change un peu, parce que... oui, je suis obsédée par l'amour, parfois je n'ai pensé qu'à ça. C'est-à-dire pendant de longues années, je n'ai pensé qu'à ça. Y compris dans ma journée, quoi. Genre, à part quand j'avais très envie de faire pipi, je ne pensais qu'à l'amour. Tu vois, à part quand il y avait vraiment un truc, si tu veux, d'ordre physiologique qui me sortait de ça. Et ouais, j'y pensais beaucoup, beaucoup. J'étais obsédée par ça. Mais parce que c'était un peu la seule chose digne de nous obséder, quoi. Tu vois. Après, en vieillissant, là j'ai 45 ans, en grandissant, vieillissant, je construis ailleurs, quoi. Je construis aussi autre chose. Mais je pense c'est presque une erreur de ne pas y penser tout le temps. Et d'une certaine manière, j'y pense, même en me disant que j'y pense pas assez. Non, mais tu vois, en tous les cas, j'y pense comme un moteur absolu dans mon existence. Ouais. Pas toi? Moins que toi, je crois. Moins que moi? Ouais. Pourquoi tu me poses la question? Est-ce que tu sens que j'y pense tout le temps, c'est ça? Ouais. C'est intriguant, je trouve. Ah bon? Ça vient d'où, tu penses? D'une carence?
Je pense que, mais non, mais je pense que les métiers qu'on fait sont des métiers de carence. On est carencé, comme on le dit, d'une vitamine, tu vois. Il nous manque une vitamine quelque part. Et je pense qu'on fait pas ces métiers-là, c'est-à-dire on met pas son cœur à nu avec tout ce que ça comporte de petits risques, quoi, tu vois, de risques de pas être aimé, d'être exclu, d'être commenté, d'être, tu vois, si on n'a pas une forte nécessité de compenser une carence en amour. Alors qu'en plus, moi, je me sens super aimée. Enfin, tu vois, genre, vraiment, j'ai eu beaucoup d'amour de mes parents, de mes amis, et même des gens qui m'ont aimée. Mais, ouais, je crois beaucoup qu'on vient réparer dans la pratique artistique un manque, quoi, ouais. Et ça marche, tu crois? Pas du tout. Ouais, ça marche quand même. Ouais. Oui, bien sûr, ça marche. Je sais pas si ça compense, mais ça nous relie. Ça crée du lien, quoi. Je pense que, tu vois, pour revenir à ta première question, quand est-ce que tu as écrit pour la première fois, je pouvais pas... je suis pas une solitaire. Je suis pas une solitaire. Je suis moi, j'aime bien passer la journée à... Tu vois, si tu m'appelles en me disant « Tiens, je suis en bas, viens, on va se prendre un café », je dirais toujours oui. Je te dirais jamais « Non, mais alors là, je dois bosser ». Jamais, jamais, jamais. J'ai pas de programme de... Et c'est pareil avec l'amour. C'est que si quelqu'un m'appelle en me disant « Tiens, viens, si on s'aimait », je dirais jamais « Ah non, en fait, tu sais quoi, là, j'ai vraiment un petit moment de... Je suis dans un moment d'ambition. » Pas du tout. T'as pas des moments d'ambition? J'ai des moments d'ambition. Enfin, j'ai un projet. Et je me donne pas les moyens de mon ambition, je dirais. J'ai pas les épaules rigoureuses, disciplinées de mon ambition professionnelle. Énormément de choses dans cette phrase. Ouais, elle est intéressante. Hein. Je propose de la redire. Vas-y. Je n'ai pas les épaules. Je dirais déjà, j'ai pas les épaules morales de ma radicalité politique. Pourquoi? C'est-à-dire, en gros, je suis plus engagée politiquement que ce que je peux encaisser de celles et ceux qui font le taf, tu vois. Eux, ils se mettent vraiment en première ligne. Moi, voilà, je peux faire je peux taffer, mais je peux pas me brûler, quoi, au feu des réseaux sociaux. Je peux pas me brûler au feu de ça parce que j'en ai pas les épaules, quoi, psychiques, quoi, tu vois. Je m'effondrerais. En tous les cas, maintenant. Voilà, je dis pas dans 10 ans, tu vois, je construis ça, mais là, pour l'instant, je me sens trop fragile. Et sinon, et sur l'ambition professionnelle, par exemple, je suis comme tout le monde, j'ai envie que ça arrive, tu vois, la reconnaissance et tout ça. Et donc j'y pense. Et ça me blesse quand ça vient pas. Mais j'ai pas les épaules de mettre en place tout le dos pour le faire. Tu vois, c'est un peu comme j'ai envie d'être bien gaulée, mais je peux pas quand même aller au sport tous les matins. Donc il y a une part de moi qui restera un peu de chubby, un peu comme ça, un peu, tu vois, un peu hédoniste, quoi. Tout en me reprochant d'avoir de la cellulite. Est-ce que c'est clair? Oui, non, c'est clair, mais ça veut... Donc t'es en permanence entre genre désir de quelque chose que t'auras pas et culpabilité? Ouais, exactement. Ok, top. Oui, tu sais, c'est une culture juive quand même. C'est-à-dire, ça fait vraiment partie je dirais, ça fait partie de mon éducation. Non, mais ouais, culpabilité de pas me donner les moyens, de l'ambition que j'ai, et aussi parfois de remettre un peu les compteurs à zéro sur cette ambition en me disant, est-ce que c'est vraiment souhaitable? Est-ce que je suis dans la vérité, etc., etc. C'est un peu cryptique ce que je dis, mais tu vois est-ce que c'est vraiment souhaitable? Cette ambition? Non, moi je pense que j'ai besoin d'une libido. En fait, et ça rejoint ta question sur quand tu parles de l'amour, c'est pas tant l'amour à quoi je pense qu'au désir, quoi. Je pense vraiment, il faut que je me mette... C'est pour ça aussi, je crois que je suis propriétaire de rien. J'ai besoin de devoir gagner ma vie pour travailler, quoi. Et ça tombe bien puisque je dois gagner ma vie, donc c'est vrai que les choses sont bien faites. Mais ouais, je pense que je mets en place les choses dans ma vie pour continuer d'être dans le moteur. Ouais, t'as l'air un peu dans pas l'inconfort, mais il y a un truc de... l'équilibre Si précaire. c'est trop stable, ouais, voilà. Ouais, j'aime pas la stabilité, c'est vrai. Je suis pas mariée, je suis pas paxée, je suis pas proprio, je suis pas... je suis pas quelqu'un qui recherche une stabilité. Je dirais que je recherche pas l'instabilité, il faudrait être complètement privilégié pour rechercher ça. Et j'ai pas ce privilège de rechercher la totale instabilité. Mais je suis pas une folle furieuse à l'idée du confort, ouais. Bref, je recherche intuitivement, sans le vouloir, les conditions de la progression, de l'avancée, de pas s'arrêter. Je pense que j'ai besoin d'une raison pour me lever le matin, comme plein de gens. Hein.
Non? Il y a des gens que tu rencontres qui se disent, moi, j'aime bien passer un an. Non, mais ouais, il y a des gens qui peuvent partir en voyage un an sur des toutes petites économies et se dire, voilà, c'est cool, je vais voyager, je vais visiter, tout ça. Moi, pas du tout. Pas du tout. C'est quoi le moment de ton taf que tu préfères? Là, ce moment-là, j'aime bien. C'est-à-dire le moment où je vais travailler, écrire et lire. J'aime bien ça. J'aime bien parce que tout est possible. Parce que tu te confrontes pas à ta limite. Tu vois, tu te dis pas, bon, ok, voilà, on va regarder les choses en face, c'est de la merde, c'est pas bien, ou là j'ai raté ça, ou tel truc, tu vois. T'es un peu dans un moment de, tu vois, là je suis donc là je viens de terminer un film, je suis quasiment à la fin du montage d'une série, donc en fait mon travail à moi d'écriture, de conceptualisation du truc, là j'ai quelques mois devant moi où je suis cool, je suis tranquille, où il faut que je puisse me projeter dans un autre projet, et c'est un moment très agréable, un peu vertigineux, mais très agréable parce que tu te demandes ce qu'il faut raconter, quoi. T'as beaucoup d'idées? Pas énorme, mais quand on a une ou deux par semaine, t'es content, quoi. C'est déjà beaucoup. Ouais. C'est déjà pas mal, mais ça demande du travail, hein. Ça, faut lire des trucs, s'intéresser pas qu'à l'actu, mais aussi à tes amis, tu vois. T'es fort perméable, toi? T'es quoi? T'es fort perméable? J'adore, t'es fort perméable. Oui. Je suis pas intacte du tout. En plus, là, j'ai eu un enfant il y a 4 ans. Je trouve que ça change plein de choses dans le... Ouais, j'ai une empathie qui est... D'ailleurs, je viens de faire un film sur l'histoire d'une nana qui se met à pleurer, elle comprend pas pourquoi. Donc je vois bien qu'il y avait un point de départ qui était un point de départ malicieux chez moi. Je me disais, tiens, mon producteur explosait de rire parce qu'il m'a vu m'assouplir. J'ai été quelqu'un de très solide toute mon adolescence. Je pense que j'ai tenu beaucoup par pudeur et que ce métier me permet de me lâcher, quoi. De vivre des émotions, de les dire, de les raconter. J'ai un peu moins honte de le dire. Tu vois, là, je viens de dire, quand j'ai eu un enfant, alors là, typiquement, ce genre de truc, j'aurais pu... c'est pas mon genre, tu vois. Au moment où je le dis, je me dis, ah tiens, je change, je me connecte, tu vois, je dis des trucs intimes, tu vois. Je crois que vraiment l'empathie est au cœur de la possibilité d'écrire. Tu vois, quand Simenon te dit... Georges Simenon, il a écrit des bouquins sur des mecs qui avaient 80 ans, 60 ans, des femmes de 12 ans, des machins... Bah oui, c'est que si t'as pas la possibilité de te projeter dans le monologue intérieur de l'autre, tu peux pas écrire des bons dialogues. Tu peux pas écrire un bon scénar. Je veux dire, c'est ça que j'adore dans l'écriture, c'est que du scénario, c'est qu'à un moment, tu te plonges dans la psyché de quelqu'un qui n'est pas toi. Si t'as pas d'empathie, tu peux pas le faire bien. Ou alors tu le fais de manière... surface, quoi. Ouais. En surface, tout ça. Mais je dois reconnaître, donc ça c'est la première chose, mais je crois que pour les metteurs en scène... ton cœur finit par s'endurcir quand même un peu, parce que c'est très difficile de faire ce métier pendant 15, 20, 30 ans sans se verrouiller un peu à quelque chose. T'es obligé nécessairement. De la même manière qu'un danseur, son corps va être différent à la fin de sa carrière. Il aura usé ses articulations, il aura les muscles de telle ou telle manière, etc. Un danseur, il y a son corps qui change. Un metteur en scène, une metteuse en scène, il y a son cœur qui change à la fin de sa carrière aussi. Je sais pas dans quel sens, mais je sais que ça nous change. Nos métiers nous changent, quoi. Nécessairement. Et puis aussi la façon dont nos métiers avancent et quel est le traitement qu'on a dans nos métiers. Est-ce qu'on a un fort succès, pas de succès, etc. Nécessairement, ça modifie ton cœur, ton cerveau, ton corps même. Et toi, tu dirais que t'as changé comment là sur les 15 dernières années? Non, plus, même 20. Alors d'abord 15, merci. Ok, va te faire genre 15 is enough. Non, ouais, j'ai fait mon premier long métrage à 30 ans. Ok. En fait, j'ai 37 ans, mais je dis que j'ai 45. Ok. Comment ça a changé? Je te dis, je me suis, je pense, assouplie. J'aime bien. Oui, croyez-le ou non, là, c'est le moment souplesse. Enfin, j'ai plus de souplesse qu'avant. Je me suis assouplie, je me suis connectée à quelque chose de plus physique de ma vie, à mon corps. Le cinéma m'a amenée à être plus attentive au corps. À vouloir les filmer, à être moins cérébrale et plus physique, quoi. Croyez-le ou non, c'est dire. Non, mais oui, à être moins cérébrale et plus physique. En tous les cas, c'est la direction que je prends et c'est la direction que je... c'est un peu ça revient dans tous les films, quoi. Ouais. D'ailleurs, meilleur résumé de ta filmo, c'est quand même l'image de Zaya quasi à poil sur une citation de Blaise Pascal. C'est vraiment... Il y a tout en cinéma là-dedans. Attends, et citation en plus qui parle du travail. Oui. Citation qui dit la chose la plus importante au monde, c'est de choisir son métier.
Le hasard en dispose ou un truc comme ça. Ouais. Le hasard, c'est le hasard qui t'y mène. Intéressant. Mm. Écoute, j'adore. Ouais, j'épouse complètement cette image-là. Toi, c'est un truc avec lequel tu as eu du mal au début, l'opposition entre guillemets cérébralité versus sensorielle et... Je sais pas si j'ai eu du mal, mais ça m'a contrainte, quoi, ouais. En fait, j'ai été élevée comme quelqu'un qui devait vachement entraîner son cerveau et pas du tout son corps, donc ça m'a posé des problèmes d'abord parce que j'étais pas super à l'aise dans mon corps et que je me suis toujours vécue comme une nana assez complexée physiquement et c'est dur d'être complexée. Je le suis encore. Enfin, tu vois, c'est quand même ta journée, elle est passée différemment. Puis l'exercice tout ce qui concernait mon corps était plus compliqué, quoi. Donc je voyais bien que j'étais une bonne petite gagneuse niveau cerveau. Tu vois, genre les études, ça marchait, ça me coûtait rien. C'était vraiment, j'ai eu vachement de chance. J'ai pas de mérite, moi. J'ai fait des études super compliquées, mais elles m'ont été faciles. Je renonçais à rien pour ça, tu vois. Genre, je me disais pas, machin. Ça fonctionnait. Donc je travaillais beaucoup là en haut, mais le corps, voilà, était pas à disposition, quoi. Et je m'autorisais pas à jouir, je m'autorisais pas comment dire, à capitaliser sur les émotions du corps, quoi. Mm. J'en avais peur, je pense que j'avais très très peur de vivre des trucs très intenses physiquement et tout ça. Enfin, quand je formule ça, j'ai l'impression que tout le monde a en tête que des trucs hyper sexuels. Je parle pas de sexualité, là, hein. Je parle d'émotions, quoi. Je parle de s'autoriser à pleurer, Voilà, j'ai été assez verrouillée, ouais. J'étais une enfant et une adolescente verrouillée parce que c'était aussi ma manière tu vois, de surmonter des traumas. Comme on en a tous, quoi. Moi, c'était la mort de ma mère, et qui est morte quand j'étais très jeune. Et je pense que c'est un point, voilà, je pense que c'est un truc, j'ai pas pris la mesure à l'époque de la violence de cet événement, quoi. Et je me suis claqué comme plein de gens. Et d'ailleurs, je peux me remercier, quoi, parce que j'ai vachement fonctionné. Tu vois, j'ai pas eu besoin de prendre des médicaments, je suis pas allée en hôpital psychiatrique, et j'ai été, quoi, tu vois, autonome, quoi. Je suis devenue une jeune fille, puis une jeune femme, puis une femme indépendante, autonome, qui avait ses amis, qui était aimée, qui aimait. Tu vois, je fonctionnais, quoi. J'étais en ordre de marche. Mais pour ça, il a fallu que je claque, tu vois, que je verrouille plein de trucs. Ça, je te dis des trucs super intimes, Fanny. Tu feras du montage. Si tu as un truc que tu veux que je coupe, tu me dis. Hein. Non, mais voilà, tu vois, c'est des trucs super intimes, en fait. Ok. J'ai adoré Zaya. J'ai vraiment adoré cette fille. J'ai adoré faire ce film. Et ouais, je crois que c'est l'un de mes films en plus les plus personnels. Réellement. Ah ouais. Ouais, c'est un film. Je le trouve ultra personnel. D'abord, je passais mes étés à Nice chez ma tante Nelly. Et donc, il y a vraiment ce côté été, estival, d'une Riviera un peu cagole, où ma tante m'amenait, tu vois, cette tata séfarade qui mettait 1 litre d'huile dans chacun de ses plats. Et elle bien adorait. légitime. Ouais, et la terracotta, et l'idée d'aller prendre un café à 5 francs, à l'époque c'était en francs, au Negresco, mais pour faire comme les riches. Enfin, il y avait vraiment un truc. Et donc, je me reconnais, je pense, dans Une fille facile. C'est-à-dire et y compris même le cinéma. Le cinéma a agi sur moi pour m'ouvrir la porte des gens riches, quoi. J'adorais ça. C'est-à-dire, j'allais au cinéma pour voir comment vivaient les gens qui ont des moquettes épaisses, etc. J'ai jamais manqué de rien, tu vois. On peut pas dire que je vienne d'un milieu très confortable financièrement, et c'était vraiment un truc qui me... Ah ouais, c'était une... J'ai mis longtemps avant de voir les films des frères Dardenne. J'ai eu tort de mettre si longtemps parce que je les adore. T'as mis longtemps à les finir aussi. Non, pas du tout. Et maintenant, j'y vais à chaque fois quasi religieusement, et j'insiste sur le mot religieux. Parce que je vois bien qu'il y a quelque chose de quasi religieux chez eux. Mais c'est vraiment un cinéma qui m'est hyper important maintenant. Et pendant des années, il fallait me payer cher pour aller voir La vie des pauvres, tu vois. J'étais là, genre, bah non. Ok, merci. Est-ce que des fois t'as peur que maintenant que t'es nettement plus bourgeoise et du côté des cools, ça te rende moins intéressante? Non, je suis contente. Oui, dans l'absolu, oui. Bah, mais... je me sens mieux habillée, je me sens mieux. Bah, non, j'ai pas, au contraire, il faudrait vraiment être sacrément, comment dire. Moi, j'ai pas dit que c'était moins bien, j'ai juste dit que ça te rendait moins intéressante. Non, je crois pas que ça me rende moins intéressante, je crois que ça me donne plus de confort pour m'intéresser à plus de choses. Après, il faut en être conscient. En fait, tant que t'as un surmoi, tant que tu sais que tu es en train de t'embourgeoiser, ou tant que tu sais que ça te permet d'avoir la distance nécessaire pour en faire quelque chose, quoi. J'adore l'idée d'avoir, tu vois, là, par exemple, pour moi, le truc le plus bourgeois de mon existence, c'est d'avoir un bureau. Genre, j'ai la thune de louer un bureau.
Et en même temps, je me dis, c'est formidable. Ça, d'une, c'est une chambre d'amis pour mes amis. De deux, moi, c'est la possibilité de, si je m'engueule avec mon mec, je sais que je suis indépendante, c'est ma chambre à moi, comme disait l'autre. Donc, c'est les conditions de ma liberté. Donc, ce luxe de bourgeoise fait de moi la femme indépendante que je suis. Ouais, ça passe par là quand même. Et il faut arrêter de dire aux femmes et aux artistes, ne vous embourgeoisez pas. Ça, c'est un truc pour enfermer, surtout les femmes artistes. Je suis désolée, vous, femmes artistes, embourgeoisez-vous. Gagnez de l'argent. Faites-vous payer. Prenez des appartes. Ayez les conditions de votre autonomie financière, de votre indépendance et de votre autonomie sexuelle financière. Je suis désolée, je peux vous assurer que c'est pas un problème. Et ceux qui vous diront que c'est un problème et qu'on y perd en crédibilité et ou qu'on devient du cinéma français bourgeois, je veux dire, d'abord, ils le sont tous, franchement. Tu vois, genre, t'es toujours considéré comme bourgeoise à partir du moment où tu sais bien t'exprimer et où tu viens de Paris ou machin. En vérité, c'est aussi les conditions de travail et d'indépendance. Ne croyez pas ceux qui vous shame avec ça. Je suis trop contente de gagner de l'argent aujourd'hui alors que j'en gagnais pas. Et j'ai démissionné de l'éducation nationale à un moment où ça me donnait une stabilité de l'emploi et un métier passionnant qui a du sens. Et donc, il fallait prendre ce risque-là de gagner de l'argent dans une industrie qui était incertaine. Et je suis fière aujourd'hui de pouvoir gagner ma vie de ça. Notamment, t'as une fille facile, et dans quand même la moitié de tes films, je crois, c'est souvent genre deux filles, une qui fait, l'autre qui observe, Ouais. un peu en dehors du truc comme ça. Ça vient d'où, ça ? À ton avis, je suis laquelle? Mais justement, en fait, je trouve qu'il y a un truc assez fou entre ce que tu dégages et ce que tu sembles être selon toi. Parce que toi, tu trouves que je suis plus faiseuse que je ne le crois. Aujourd'hui, Ouais. oui. Mais est-ce que plus jeune, t'étais celle qui observe et qui a l'impression de ne pas en être ou... Oui. T'étais chelou quand t'étais petite ? J'étais chelou, ça dépend. Oui, j'étais pas... Alors attends, je réponds à ton truc. D'abord, oui, c'est vrai. Dans tous mes films, il y a... D'abord, j'adore filmer des gens qui regardent, en fait. Donc très souvent, ma monteuse me dit, par exemple, « Ah, c'est bizarre, t'es pas dans le regard, tu filmes le regard. T'es pas... En gros, par exemple, ta caméra, tu peux la placer, là, on est en train de se parler, on est face à face. Pour les auditeurs, Fanny étant tailleur sur le lit. Moi, je suis assise à mon bureau et on se regarde face à face. Si je devais le filmer... T'as la moitié des cinéastes qui feraient une amorce avec mon épaule et ils sont dans ton regard à toi pour être dans l'expérience que j'ai de toi me parlant. Mais moi, en vrai, je mettrais la caméra là pour te filmer me regardant ou moi te regarder. Étrange, hein. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc, je me rends compte que je filme les gens qui regardent. J'aime filmer le regard plutôt que la direction du regard. Pourquoi ? Je sais pas. Je suis émue par ça, ou c'est peut-être un défaut. En tous les cas, peut-être maintenant que je le sais, je le changerai. Mais souvent... Je pense que c'est parler à la troisième personne, c'est un truc littéraire. C'est elle regarde quelque chose, elle est en train de penser ça, plutôt que je sais pas comment dire. Je pense que c'est un truc de quelqu'un qui aime la littérature. Filmer quelqu'un qui se regarde... Enfin, je suis pas dans l'expérience en tenter, tu vois. C'est ce qui fait peut-être aussi, c'est très certainement un défaut de mes films, un défaut d'incarnation ou de sensation, tu vois, dans mes films. Mais ce qui fait aussi que des gens qui aiment mes films se disent « Ah tiens, c'est comme un récit qui m'emporte. » Enfin bref, c'est ce qu'on appelle un style, quoi. C'est mon style, c'est comme ça. Et sinon, à l'adolescence, d'abord, je connais à nouveau pas une personne qui fasse des films, qui écrive, qui fasse du stand-up, qui se soit pas senti à un moment imbaisable, qui se soit pas senti ostracisé, un tout petit peu exclu, qui est pas... Je veux dire, si t'es super populaire, que tout fonctionne, que tu remets jamais en question ta force de séduction, en fait, je suis pas sûre que tu te mettes dans l'état d'esprit d'observer complètement les autres. Je sais pas. En tous les cas, c'est un truc qui nous réunit quand même beaucoup. Entre artistes, c'est de s'être senti, tout à l'heure je parlais d'une carence, mais aussi d'une sensation de ne pas appartenir, quoi. De pas être intégré, quoi. Tu vois. Et c'est aussi un truc que j'ai beaucoup en tant que, je sais pas, que meuf et que fille, peut-être aussi, mes parents n'étaient pas français, tu vois, mon père est naturalisé, il était polonais, ma mère est née au Maroc, on est feuge, on est juif, il y a un truc de l'expérience de la minorité, quoi. J'ai eu en moi l'expérience de la minorité. L'expérience de la marginalité. Je me sentais pas la française moyenne, quoi. J'appartenais pas à cette expérience de la majorité. Et c'est ce qui fait qu'aussi ma culture à moi, elle est souvent hyper imprégnée de culture queer. Une empathie particulière aux gens qui sont des immigrés, aux pauvres, à la marge en tout point, quoi, à ceux qui sont rejetés. C'est vrai que
j'ai cette sensation de fraternité, de solidarité, tu vois, immédiate. Voilà. Ça veut pas dire que ma vie, enfin, tu vois, je pense pas être quelqu'un de particulièrement vertueux là-dessus, mais je le ressens. Très fort. Donc, est-ce que j'étais une enfant chelou ? Je pense que le fait d'être orpheline de mère faisait de moi, enfant, une fille à part. Et qu'en même temps, comme tu le sais, tous les enfants ont envie d'être un peu différents. Donc c'était en même temps un truc relou et en même temps comme mon trésor. Tu vois, c'était mon truc à moi, quoi. C'était ma différence, quoi. Tu vois, c'était ce truc-là qui faisait que vraiment. Donc je pense que que j'en nourrissais une culpabilité. Parce que je me disais, ah, c'est génial, mais c'est un peu différent, tu vois. Ouais, moi je suis orpheline de mère, bon, tu vois. À une époque où t'as pas envie d'être comme les autres, quoi. Donc voilà. Et puis aussi, ça changeait plein de trucs, parce que j'avais pas de modèle féminin. Donc sur des trucs très concrets, par exemple, tu vois, dans Belle Épine, c'est le premier truc qui me vient en tête quand tu me dis, est-ce que t'étais chelou ? Dans Belle Épine, il y a un passage où Léa Seydoux, elle dit à Guillaume Gouix, tu sais, j'ai eu des poux très longtemps. Je suis une pouilleuse. Ouais, moi j'ai eu des poux très longtemps, c'est vrai. En fait, j'avais pas ce truc d'hygiène. Pardon, la grosse info. Fonce. J'y vais là, c'est l'open bar de la confidence, quoi. Mais non, mais quand t'as pas de maman qui te, tu vois, je sais pas, en fait, ouais, j'ai eu des poux longtemps, par exemple. Je me laissais vivre, cette personne ne me calculait, quoi. C'est pas mon père qui allait me dire, est-ce que t'as pris, est-ce que t'as mis de la Marie-Rose, est-ce que t'as mis du truc. Donc ouais, j'avais des sensations de honte physique, enfin bref, écoute, est-ce que j'étais chelou ? Bon, après là, vous avez une image, d'un coup j'ai l'impression d'être la sorcière dans Podane. J'étais quand même une meuf avec plein de copains, tu vois. Aujourd'hui, tous mes copains, j'ai les mêmes amis depuis une trentaine d'années, tu vois, parfois certains depuis le collège, et qui me disent, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu t'es fantasmé une adolescence, c'est pas vrai, t'as toujours été populaire, t'avais des copains, t'avais des copines, enfin tu vois. Donc, mais entre ce qu'on ressent de nous et la vérité, voilà. Ce que je ressentais de moi, c'était ça en tous les cas. Et du coup, si t'étais celle qui observe, t'observais qui ? C'est un état. En fait, t'as pas une personne que t'observes, c'est un état. Observer, ça veut dire être entré dans la pièce en se disant, je suis celle qui regarde. Mais je pense que c'est lié à mon métier. En tous les cas, j'ai choisi le bon métier pour ça. Devenir cinéaste, c'est que, voilà, c'est tout simplement, moi, D'abord, j'étais dans une mémoire visuelle. Peut-être ce qui me définit le plus, c'est d'avoir une bonne mémoire visuelle. Tu vois, moi, je peux reconnaître des gens à leur démarche de dos. J'ai une mémoire des gens. Alors là, un petit peu moins. Tu vois, là, j'en rencontre beaucoup. Tu vois, il y a des années où vraiment, tu rencontres 50 personnes ou à une sortie de projection. Je dis ça, je m'excuse pour ceux que parfois je reconnais pas, mais c'est rare que je reconnaisse pas quelqu'un. Putain, c'est fou. Moi, j'ai dû recommencer Belle Épine parce que je confondais les personnages. Ouais, mais voilà. Mais tu sais que c'est un truc. Truffaut disait. Bah, elles sont deux, hein. Putain. Ouais, non, il y en a quand même. Il y a Sophia aussi. Ouais, bah, t'avais fumé un bédo. Non, même pas. C'est ça qui est horrible. Très, très petite mémoire. Ah ouais ? Ouais, horrible. Je te jure. Tragique. Non, moi, grosse mémoire, mais en même temps, voilà, ça me sert à rien. Parfois, je fais semblant de. Parce que tu sais, les gens, ils sont mal à l'aise, ils te voient, ils te disent. Ils savent pas d'où ils te connaissent, donc il faut que tu fasses ce petit trajet avec eux pour pas les mettre mal à l'aise. Vite l'air snob si tu sais pas. Ah bah ouais. Pourquoi j'ai l'air snob ? Non, mais si tu sais pas, alors que eux se rappellent de toi dans ce sens-là. Ouais. Pas toi, personnellement. Faut pas. Oui, j'aime bien. Quoi ? Non, mais ouais, bah oui, en plus. Donc, ce qui m'amène à d'autres trucs. Parfois, je dis, mais on se connaît, non ? Et les gens sont là, bah non, on s'est jamais rencontrés. Aïe. Ouais, bah oui, mais je préfère ça plutôt que l'inverse. Ouais. C'est quoi le truc sur lequel t'as le plus progressé en 15 ans ? Je sais pas. C'est une bonne question. J'ai l'impression qu'on capitalise pas sur notre expérience dans ce métier. Je me pose les mêmes, j'ai les mêmes petites, alors quand même progresser sur ce qu'on pense de moi. Ouais, ça avance, ouais. Ça me blesse beaucoup moins, j'en ai pas, voilà, j'avance avec ça. J'ai moins de vanité là-dessus, j'ai moins de narcissisme là-dessus. En fait, c'est un métier dans lequel il faut quand même, si tu veux avancer, faut avoir le cuir quand même de te dire, bon, bah voilà, il y a des gens qui vont pas aimer, il y a des gens qui vont aimer. Si t'es trop à vif dessus, tu n'avances pas, tu peux pas. Je me souviens très bien, d'ailleurs, c'était mon deuxième film où je me suis dit, bon, tu vois, je sais plus, on sortait d'un festival où, voilà, le film était sorti, il y avait énormément de trucs comme ça sur les réseaux. Et je me suis dit, à l'époque, j'avais encore une espèce d'alerte sur mon nom. Aïe, le bourbier. Bah non, c'est un grand veto, c'est non. Jamais de la France, il faut faire ça. Donc je me suis dit, et là, je me souviens très bien, je l'ai désactivé. Et je me suis dit, voilà, là, t'as deux chemins qui s'offrent à toi. Soit tu peux encaisser ça
il faut continuer ce métier, soit tu peux pas et il faut changer tout de suite. Parce que ça va être ça à chaque fois. Et je me suis dit, c'est bon, je peux. Mais du coup, j'ai fait ce qu'il fallait. Tu désactives les trucs, tu regardes pas, tu passes pas ta vie à regarder tes photos sur Internet, parce que sinon, tu peux plus te... Tu vois. Voilà. Donc ça, j'ai avancé là-dessus, ouais. Je suis fière de moi. Bah non, mais voilà. Et puis même sur ce désir de plaire, quoi, tu vois, même si... voilà, faut avancer en ayant envie de faire triompher ton idée de la vérité. Et pas de te faire que aimer. Ça fonctionne pas. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu mets pas énormément de toi frontalement dans les films ? Alors, c'est un peu moins vrai. Mais je crois pas. Je crois que je mets beaucoup de moi dans mes films. Tu vois, Les enfants des autres, c'est un film autobiographique. Oui, mais ça et Belle Épine, pour moi, c'est un peu les deux. Bah ouais, mais c'est 2/6 quand même, tu vois. C'est beaucoup. Oui, après, plus oui, les j'ai deux une séries, petite... ouais. Non, mais oui, je fais pas partie des cinéastes qui font du cinéma autobiographique. Je fais pas du cinéma de journal intime, que je peux adorer par ailleurs. Hein. J'adore les films de Mia Hansen-Løve, j'adore les films de Philippe Garrel, j'aime les films, tu vois. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cinéastes dont j'adore les films, mais qui font quelque chose que je serais incapable de faire. J'ai une part de pudeur quand même, tu vois, là-dessus. C'est-à-dire, je pense pas que ma vie soit un trésor, une espèce de petit secret qu'il faudrait pas partager. Mais quand je dis pudeur, c'est que je n'ai pas la sensation que ça intéresse tout le monde. Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'un des trucs que j'ai le plus avec mon récit familial, c'est que je suis fascinée par les gens qui me racontent l'histoire d'amour de leurs parents, leurs origines, leur roman familial. J'adore ça, parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir un roman familial, alors qu'on en a tous un. Et d'ailleurs, je pense qu'il est temps de connaître le nom de mes grands-parents. Tu sais, moi, j'ai pas connu les générations d'avant. Donc, je pense que là, je commence à peine à considérer que ça peut être intéressant de raconter ou de se plonger dans son roman familial. Mais ça m'a mis du temps, putain. J'ai toujours en tête l'extraordinaire coup que demande de faire un film. Et je me dis que je peux pas raconter qu'une histoire qui serait uniquement de l'intime. Et aussi, je sens le piège du cinéma de femmes là-dedans. J'ai l'impression que c'est une espèce de cliché de genre auquel j'ai voulu résister longtemps, jusqu'au moment où je me suis dit, ah merde, attends, je peux faire les enfants des autres, parce que ça va intéresser, en vrai, ça intéresse des gens. Qu'une femme à 40 ans, elle reçoive une grosse deadline de péremption sur la fertilité, et que ce soit malheureux, et que tu puisses être juste une figurante dans la vie des enfants que t'élèves, etc., etc. Là, à un moment, je me suis autorisé ça, mais parce que le monde avait changé. Mais pendant longtemps, d'ailleurs, t'as vu, j'ai fait que des films avec des univers un peu masculins. Il y avait quelque chose, en fait, pour m'autoriser à entrer dans ma première personne du singulier, il fallait que la reine, elle soit un peu masculine. Il fallait qu'il y ait du cuir, de la moto, du machin, de la centrale nucléaire, allez hop. Ou alors vraiment une usine à gaz type Planétarium, un film avec, tu vois, les costumes, le truc, tu vois, un truc bien difficile à faire. Ça pouvait pas être, j'ouvre mon journal intime et je vais vous raconter mon premier amour, qui est un film en fait difficile à faire. C'est très dur de faire ça. Mais je ne me l'autorisais pas parce que c'est comme si entrer dans l'arène du féminin, c'était un cliché, quoi. Aujourd'hui, je m'en fous. Aujourd'hui, je trouve qu'il faut... tu vois, et que j'ai œuvré, moi aussi, à faire en sorte que, tu vois, ce genre de récit puisse nous intéresser tous, quoi. Mais c'est vrai que je garde en tête, je me dis, et tu me disais, est-ce que tu as plusieurs idées dans la semaine ? Je cherche l'idée qui résonne entre moi et les autres aussi, tu vois. Je peux pas raconter que ma petite histoire. Et en tant que cinéaste, vraiment dans ta pratique, c'est quoi là où t'as le plus progressé ? Le rapport aux acteurs. Ah ouais ? Ouais, l'amour des acteurs. Avant, j'avais peur des acteurs. Je crois que j'avais peur des acteurs parce que le pouvoir énorme qu'a un acteur sur ton travail, en gros, bref, tu peux avoir écrit le scénar que tu veux, être une super cinéaste, tu vois, ah putain, tes placements de caméra, la mise en scène, le truc. Si l'acteur est pas au rendez-vous, c'est de la merde. Alors qu'inversement, si l'acteur est au rendez-vous d'un film au scénario un peu médiocre, avec une mise en scène médiocre, mais si les acteurs sont très 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 présents, incarnés, ça sauve ton film quelque part. Donc en vrai, il y a une espèce de... Il faut savoir... comment dire ? Reconnaître, quand t'es cinéaste, il faut savoir reconnaître la supériorité de l'incarnation de l'acteur dans ton film. Enfin, ça dépend des films que tu fais, mais dans les miens, en tous les cas... Voilà. Et plus je grandis dans ce métier, plus j'aime les acteurs, leur névrose, leur avis, leur expertise sur les films, tout ça. J'adore ça. C'est un peu mes copains, mes amis maintenant.
C'est-à-dire que tu vois, c'est vraiment ceux qui me... Et c'est aussi, tu vois, je voyais le documentaire sur Scorsese, évidemment, toute proportion gardée, mais t'as un documentaire de Rebecca Miller génial, là, tu l'as vu Sur ou pas? Apple, Ouais. Les 5 heures, il faut que tu le vois si tu l'as pas J'ai vu. commencé, puis en fait, Ça à t'a chaque saoulé fois qu'il parlait d'un film, j'étais là, d'abord, je vais peut-être le voir. Bah ouais. Ouais. Ouais, mais t'es pas obligé d'avoir tout vu, c'est intéressant aussi sur... Tu vois, c'est un mec qu'on donne comme un énorme winner de son industrie, de son métier, comme s'il avait été toujours victorieux de son existence. Et en fait, ce que tu découvres, ce qui m'a plu dans le film, c'est dans cette série documentaire, tu découvres que le mec, il a été rincé, quoi, à plein de moments de sa carrière. Et donc, bref, là où je voulais en venir, c'était de dire, et c'est les acteurs qui lui ont retendu la main. C'est les acteurs qu'on dit à Scorsese, les acteurs qui, à des moments de leur carrière, étaient, tu vois, peuvent être des mécènes, sont super financés, machin, qui à un moment ont tendu la main en disant tiens, vas-y, écris-moi un film, refais ce film-là. Donc c'est De Niro et DiCaprio ensuite, qui ont permis à Scorsese de continuer de faire une carrière. Donc on est content qu'ils continuent de faire une carrière. Donc c'est les acteurs, à un moment, je trouve, qui font vraiment notre. C'est le public et les acteurs, quoi. T'as déjà joué, toi? Non, jamais, j'arrive pas. Je pourrais pas. Il y a une part de moi, on m'a proposé pas mal par contre. Ah ouais? Ouais, je dois le dire, je le dis pas souvent. On me l'a proposé. Ok, Mais gens... que des rôles, mais parfois oui. que des rôles de relou. Hein, genre, j'ai un rôle de connasse. Oui, mais c'est ça de connasse qui, ouais. un peu solide, un peu intello. Et je suis là, genre, merci pour l'interrogation. Non, on m'a proposé, mais non, je sais pas le faire, je pense. Un jour, peut-être, je le ferai. Je pense que les bons réalisateurs sont des bons acteurs quand même. Hein. Ah ouais? Ouais. Tu dois savoir donner la réplique. Tu dois savoir comment l'interpréter à un moment quand même. Tu l'écris quoi déjà, tu te mets vraiment dans la peau de l'autre. Ouais, mais c'est tellement des trucs différents. Non mais attends, moi je suis pas capable de faire une fausse rencontre dans la rue, un double take, enfin c'est grotesque. Là si je te le faisais, tu serais mort de rire. Donc c'est pour ça que j'ai trop de respect pour ce métier, pour accepter ces propositions amicales, je pense, que des cinéastes ont faites. Et une fois, il y a eu un cinéaste qui m'a proposé un vrai gros rôle. Je fais... Je lui ai dit, mais t'es malade ou quoi? Ne prends pas ce risque. Et t'as hésité? Non, j'ai pas hésité. J'ai su tout de suite que c'était pas pour moi. Et puis voilà, je pense aussi que je connais ma limite, mais j'ai découvert ce que ça pouvait faire chez un acteur ou une actrice qu'on lui propose quelque chose. Donc c'était bien. Enfin, c'était important pour moi de savoir qu'il y a une part de nous quand même qui est un peu exaltée par ça, quoi. Toi, t'es actrice complètement. Oh non. Non, mais tu pourrais jouer. Je crois que je joue pas bien. T'aurais envie? J'aurais peut-être envie d'être sûre que je le fais pas bien. Comme ça, on évacue, terminé, bonsoir, on le sait. Donc, ton désir, ce que t'es en train de dire, c'est que ton désir est de te planter dans un film. Non, pas dans un film, mais juste que un moment, j'essaye vraiment. Genre 100% des castings où j'ai été actuellement, je me suis torpillée de ouf. Je suis arrivée là-bas. Ah, mais donc t'en passes quand même. Oui, mais c'était rare et c'était plus des trucs de... Voilà, j'ai écrit pour la série, il y a une meuf, elle est casse-couille dedans, on me propose le... Tu vois. Mais pourquoi on nous propose des rôles de casse-couille? Moi, c'est pas J'ai que une très mauvaise casse-couille. nouvelle pour toi. C'est que j'ai l'air d'être une casse-couille. Non. Oh putain, vas-y, dis-moi. Non. Va au bout de ta phrase. Pas du tout. Mais je pense que tu peux avoir l'air impressionnante. Et... C'est pas ce que disent tes copines quand un mec veut pas sortir avec toi. Genre, ouais, en fait, tu lui fais peur. Il a impressionné. Ouais, il a pas envie de te calmer. Si, mais je trouve que tu peux faire peur. Hein. Pourquoi? Parce que t'es giga smart, parce que t'es marrante, parce que... Et en plus, ça a l'air gentil, donc il y a un truc de... Attends, c'est quoi la couille dans le potage, là? Eh ben, il y a pas de couille dans le potage, les amis. Venez à la maison. Bah non, c'est fou quand même. Mais je pense que c'est parce que y a un truc... Donc on me propose des rôles de chieuse? Parce que t'as trop de charisme. Voilà, c'est la seule explication possible. Je comprends pas. Je sais pas. Non. Ma théorie. Oui, bah c'est sûr que... Je sais pas, qu'est-ce qu'on n'a jamais dit? Je sais pas, qu'est-ce qu'on se dit pas de moi? Je sais pas. Tu sais, je sais plus qui disait... Voilà, ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai fait la paix avec, parfois, tu renvoies une image qui est pas toi. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Le jeu de nos existences, c'est de savoir qu'on renvoie un truc qui n'est pas nous. Voilà, tout le monde. Et puis, dans le meilleur des cas, l'écart est pas si fort, si énorme. Et dans le meilleur des cas, ça t'empêche pas d'exister, ni de travailler, ni de... Tu vois. Moi, oui, j'adorerais que les gens... Moi, ceux qui me connaissent, voilà, savent que je suis quelqu'un de tendre, par exemple. Tu vois, la tendresse en moi, elle est pas hyper visible, mais parce que je m'autorise pas... Pourtant, j'ai l'impression de passer mon temps à le dire. Hein. Mais quand t'es quelqu'un d'articulé qui
qui a un peu de, tu vois, je sais pas à quoi ça tient. J'ai pas l'air d'être en galère, quoi. De ressources psychiques, tu vois, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce que veut dire ma phrase. Laisse tomber. C'est comme ça, quoi. Je pense qu'il y a juste une opposition rationnelle, émotionnelle dans la tête des gens. Et donc, si t'es trop rationnel, cérébral... Ça fait de toi quelqu'un de chiant? Non, pas chiant, mais qui se permet peut-être moins les émotions frontalement, quoi. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Mais elle est très sympa. Mais elle est sympa, cette meuf, pourtant. T'es control freak? Non, pas trop. Ah oui? Non, pas du tout. Justement, c'est vraiment toi qui le disais. Hein. Non, mais je le formule parce que je vois bien que, je sais pas comment dire, ça fait plaisir aux gens. Quand je le dis, les gens sourient, ils se disent « Ah, c'est exactement comme ça que je l'imaginais. Mais en vrai, tu vois, je suis pas... Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, contrôle fric? Je suis pas incontinente émotionnellement. J'essaye d'être décente, quoi. Je ne m'autorise pas à me répandre, tu vois, voilà. Mais bon, donc ça, c'est sur le terrain émotionnel. mais contrôle fric dans mon existence, est-ce que je suis quelqu'un qui a des horaires? Est-ce que je fais un masque pour la peau le mercredi? Tu vois, j'ai des potes qui, le mercredi, font le masque pour resserrer les pores et le vendredi, font le gommage et qui machin. Et je me dis, waouh, énorme respect là-dessus. Mais je suis pas du tout comme ça, tu vois. Et dans le travail? Et dans le travail non plus. Dans le travail, en fait, par exemple, puis même là, tu vois, si je t'ouvrais le placard, tu vois, par exemple, j'ai des potes, Anne Berest, elle hallucine parce que je garde pas les choses, j'archive pas ma vie, je suis pas dans le contrôle de mon passé. J'ai pas l'impression que je suis en train de construire une œuvre. J'ai un paquet de trucs avec écrit feuille importante. Voilà. Ok? Yes. Là, en fait, si tu ouvres le dos, là, il y a écrit important. Et dans important, t'as les trucs, tu vois, EDF, t'as les trucs de machin, enfin, tu vois. Je suis pas organisée, je suis pas, voilà. J'ai plutôt tendance à être détente, quoi, tu vois, avec ça. Et je suis quelqu'un d'assez, quand je te dis jouisseuse, c'est vraiment, putain, je suis toujours prête pour un apéro. Donc voilà. Donc j'ai pas le côté, je mentirais si je disais que je suis contrôle fric. Après, est-ce que je suis rigoureuse et travailleuse? Oui, voilà. Parce que t'as rien sans rien. Tu vois, les gens, j'ai pas j'ai pas cette chance. Je suis pas une instinctive, par exemple. Tu vois, je suis pas une intuitive, je suis pas une instinctive. Il faut vraiment que je réfléchisse avant de savoir ce que je ressens. Et souvent, quand il m'arrive un coup dur, par exemple, je mets un peu une semaine avant de m'en rendre compte. Je ne suis pas spontanée, par exemple. Donc tu peux me dire une énorme saloperie, je serais là genre bon, ok. Et en même temps, et puis après, c'est vraiment plus tard que je m'assois et que j'en suis triste, quoi. Mais sur le coup, je suis vachement, tu vois, voilà. Tu fais pas de storyboard? Coucou, ici la Fanny du montage. Alors, petite info, c'est quoi un storyboard pour ceux qui ne savent pas? Eh bien, c'est un document qui est préparé avant le tournage par le réalisateur ou la réalisatrice. C'est un peu comme une BD qui montre plan par plan comment va être filmée une séquence, les cadrages, les mouvements de caméra, la mise en scène et tout ça. Comme ça, la personne qui réalise sait comment seront placées ses caméras et comment donnera son image. Pas du tout. Mais enfin, comment tu Je prépares découpe un sur le tournage? plateau. Je prépare beaucoup, je réfléchis beaucoup à ce que je veux raconter, j'écris. Je parle à mon équipe beaucoup, mais la mise en scène, par exemple, elle se fait sur le plateau. En fait, elle se fait pas sur le plateau, elle se fait en repérage pour moi. Il y a une étape dont on parle pas beaucoup, qui est l'étape du repérage, c'est-à-dire quand tu repères les lieux dans lesquels tu vas tourner. Surtout pour moi qui tourne pas, qui fabrique pas les décors. Bon, a fortiori, quand tu fabriques les décors, c'est le moment où tu fais ta mise en scène. Ça m'arrive pas souvent. Mais quand tu vas chercher des lieux, bah, c'est là que tu vois, je me dis, ah, c'est là qu'on va le faire, parce que je vais le filmer comme ça, parce que c'est ça qui va se passer. Et donc, au moment où tu le repères, t'es avec ta chef déco, ton chef op, tu sais un peu comment tu vas le mettre en scène. Et c'est le moment où je travaille le plus. C'est le moment où je me projette dans la mise en scène. Et après, sur le plateau, bah, je vois en fonction de ce que l'acteur me donne, de la météo, la lumière a changé entre-temps. Entre-temps, tu pensais que tu avais un décor comme ça, bah, les proprios ont cassé le mur et finalement, c'est ça, t'as des surprises, t'as des déconvenues, tu vois. Donc, ça me voilà, là, il faut que je reste bien disponible. Donc, ouais, c'est les moments où je travaille, ouais. Et puis, tu sais, on les écrit quand même, les scénars. Enfin, moi, je les écris. Donc voilà, pendant 1 an, tu sais un petit peu comment tu vas le faire. Mais non, pas de storyboard, pas de grosses conversations avec mon chef-op. Presque, c'est devenu un problème. Parce que là, maintenant, on est genre en télépathie, tu vois, donc ça va, quoi. C'est toujours le même? Ouais, c'est toujours le même depuis mon premier film. J'ai le même producteur, le même distributeur, le même chef opérateur, le même compositeur de musique.
beaucoup de postes qui sont les mêmes et c'est cool et en même temps parfois tu vois, stop la télépathie quoi. C'est aussi l'autre mot de la télépathie, c'est la paresse. Faut qu'on se remette tiens au taf. C'est quoi dont t'es le plus fier? Mon autonomie. Tu vois, d'être en ordre de marche quoi. Je suis fière de pas avoir de dettes. Je suis fière. Ça, c'est bizarre, ouais, c'est peut-être pour ça qu'on me trouve chiante. Non, mais c'est genre, je suis fière de mon autonomie, quoi. Attends. Non, mais si, c'est. Bah, je suis fière comment dire, je suis fière de pas être sous médoc, je suis fière enfin, je suis orgueilleuse de ça. Parce que fière, moi, je suis fière de rien. L'orgueil, si tu me poses la question, où est-ce que je place mon orgueil? Je suis orgueilleuse quelque part d'être de bonne humeur le matin sans avoir besoin de devoir à quelqu'un d'exister et ou à de la chimie de me tenir en route. Il y a une part de moi qui me dit putain c'est cool quoi, j'ai réussi ça. J'ai la baraka là-dessus quoi. J'ai la main chaude. Venez vous réchauffer à mon soleil. Je suis de bonne humeur le matin. Merci Di. Merci. Ciao. Retour à la Fanny du montage. Après l'interview, on a continué à parler avec Rebecca et j'avais déjà remballé les micros quand elle a eu une autre idée de réponse pour la dernière question. Vas-y, dis-moi. Ah putain, c'est ça dont je suis fière. C'est qu'une meuf comme toi, c'est que toi, Fanny, une meuf de ta génération, se dise putain, son boulot m'intéresse, cette fille m'intéresse. Ça, je le vis comme une victoire. Que des gens plus jeunes me calculent. J'ai l'impression que ça va dans la bonne direction. Et puis littéralement 10 jours après qu'on a enregistré l'épisode, elle m'a envoyé un vocal pour donner encore une autre réponse. J'ai pensé, ça fait peut-être de moi un peu une psychopathe, mais ta dernière question sur de quoi vous êtes le plus fier, et je crois que j'ai la réponse, c'est d'avoir été invitée au Burger Quiz d'Alain Chabat. Et là, franchement, je crois qu'on ne peut pas faire une meilleure réponse. J'espère que l'épisode vous a plu. Vie privée est encore au cinéma en Belgique. Pour la France, il ne devrait pas tarder à arriver en streaming sur une plateforme. Vous pouvez d'ores et déjà y trouver tous ces autres films. N'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent, à mettre des étoiles, des commentaires et tout, ça aide hyper fort. Et vous pouvez aussi me suivre, moi, @FannyRuet, pour ne rien manquer de la suite. Des bisous. Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le minutieux Maxime Wattieu.